Alors, cela dit, troisième terme de notre sujet, comment peut-on lutter contre ces plagiats? Malheureusement, donc le phénomène existe. Hein, on s'en rend compte de temps à autre, on s'en rencontre immédiatement, on s'en rencontre a posteriori. Hein, malheureusement, il faut le reconnaître, un certain nombre de plagiats dans les recherches juridiques. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Le phénomène, il est assez ancien, mais il est vrai qu'aujourd'hui, ce phénomène a pris plus d'ampleur parce que, précisément, la documentation est plus accessible que par le passé et parce que aussi les recherches, elles sont beaucoup plus diversifiées que par le passé. Puis aussi parce que le droit s'est complexifié et on s'intéresse aujourd'hui à de très nombreux domaines auxquels on ne s'intéressait guère auparavant. Je pense aux recherches en droit social, en droit fiscal, en droit de l'environnement. Donc le champ d'application des plagiats potentiels s'est considérablement élargi. Alors, et vous avez eu raison de choisir, me semble-t-il, ce thème de réflexion aujourd'hui à Béjaïa. Le problème est un problème qui a plus d'acuité aujourd'hui que par le passé, et donc on peut se demander, à juste titre, comment on peut lutter contre ce plagiat. Alors, pour ce qui est des recherches juridiques, comment lutter contre le plagiat dans les recherches juridiques? Je crois qu'on peut le faire de deux façons, hein, et le plan que je vous propose est un plan très simple. Hein. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de prévenir le plagiat. Hein. Donc on peut le traiter en amont, en quelque sorte, et il faut, lorsque le plagiat est dûment constaté, il faut mettre en œuvre des répressive. Hein, il faut donc sanctionner le plagiat, donc en aval, quelque sorte. Donc, des mesures de lutte préventive et des mesures de lutte répressive, hein, au sens large du terme. Alors, pour ce qui est d'abord de la prévention, du traitement en amont du plagiat dans les recherches juridiques, je crois qu'il faut d'abord penser à une autodiscipline et sensibiliser donc les auteurs de ces recherches pour bien les prévenir, hein, des problèmes qui peuvent se poser, hein, et de manière que leur recherche soit totalement objective. Donc il y a une prévention, si je veux dire, d'ordre interne qui concerne les auteurs. Et puis, bien entendu, il y a une prévention qui peut être faite de l'extérieur, par les directeurs de thèse, par des comités. Hein. Donc, il peut y avoir une prévention externe à l'intéressé lui-même. Alors, première observation, la prévention, je dirais la prévention interne, qui provient de l'intéressé lui-même. Bon. L'intéressé est l'auteur d'une recherche juridique, un étudiant, un doctorant, même un professeur, un avocat, doit avoir une autodiscipline. Les recherches juridiques ont des conséquences, bien sûr, des conséquences pratiques. Le droit, vous le savez, tant que moi, sinon mieux que moi, le droit n'est pas isolé dans un petit coin totalement théorique. Hein. Le droit a des conséquences financières, des conséquences économiques. Donc, lorsque l'on fait des recherches et lorsqu'on fait des publications, il faut savoir que ces publications, elles sont prises en compte, elles peuvent être prises en compte, peuvent être prises en considération, peuvent orienter la décision d'un juge, orienter la doctrine. Donc les recherches ne sont pas, dans le domaine juridique, elles ne sont pas neutres, elles peuvent avoir des conséquences. Par conséquent, hein, celui qui fait ces recherches et qui va écrire,
doit rester totalement objectif, hein, présenter les choses avec des arguments pour et des arguments contre, et surtout ne pas recopier servilement des textes ou des articles qui ont pu déjà être écrits. Hein. Donc il faut avoir une autodiscipline pour rester objectif. Bon, nous savons bien qu'en matière juridique, il faut tenir compte des précédents, il faut tenir compte de la doctrine, il faut tenir compte de la jurisprudence, il faut tenir compte des opinions diverses des uns et des autres, bien entendu, hein, mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on s'inspire de l'œuvre d'autrui, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de citer autrui, de dire que l'on s'inspire de tel ou tel auteur, que l'on s'inspire de telle ou telle jurisprudence. Il ne faut donc pas reproduire, encore une fois, l'œuvre de l'esprit d'autrui en violation du droit d'autrui. Donc respecter l'œuvre d'autrui et par conséquent citer l'œuvre d'autrui. Alors, on peut encore une fois s'inspirer, mais il ne faut pas s'approprier l'œuvre d'autrui, ou dans ces conditions, citer les références, citer les travaux précédents, tout simplement respecter les travaux des auteurs antérieurs, des personnes qui ont réfléchi antérieurement. Donc il faut avoir cet état d'esprit qui est important, rester curieux, il faut être imaginatif naturellement, mais tout en prenant en considération les œuvres des auteurs antérieurs, des personnes qui ont travaillé antérieurement, hein, pas croire qu'on découvre soi-même la lune, si j'ose dire. Hein. Les auteurs en droit sont nombreux, ont travaillé depuis de très 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 nombreuses années, parfois depuis des siècles. Donc les travaux antérieurs, hein, ils doivent être pris en considération, bien entendu, mais ils doivent être cités, hein, ils doivent être reproduits. On ne peut pas se les approprier. Alors donc il y a, je crois, une autodiscipline que doivent se faire tous les auteurs, toutes les personnes qui font des recherches. Ça, c'est important. Alors, cette autodiscipline, elle passe donc par une éducation, naturellement. Hein. Lorsque l'on fait des recherches, il faut savoir que l'on a un rôle à jouer, qu'on entre dans la doctrine, qu'on peut orienter telle ou telle décision, et il faut donc avoir cette autodiscipline. Et je dirais que on sera d'autant plus persuasif si on reste objectif et si l'on a cette autodiscipline. Parce que si l'on n'a pas respecté les droits d'autrui, hein, tôt ou tard, cela se saura et cela pourra remettre en cause précisément le crédit de l'auteur, hein, qui a cru s'approprier l'œuvre d'autrui. Donc la prévention, elle passe par l'éducation, elle passe d'abord par l'autodiscipline. La prévention, elle passe ensuite, mais par le contrôle, un contrôle externe. Lorsqu'il y a des recherches juridiques, et notamment des recherches à l'université, il y a notamment lorsque ce sont les étudiants qui font qui rédigent des mémoires et qui rédigent a fortiori des thèses. Hein. Donc le directeur du mémoire ou le directeur de la thèse a certainement un rôle important à jouer et il doit rappeler à ses étudiants, hein, qu'ils doivent être honnêtes, hein, qu'ils peuvent citer, mais qu'ils doivent citer avec les références. Hein. On ne sait pas tout, bien entendu, donc il faut encore une fois s'appuyer sur la doctrine, s'appuyer sur la jurisprudence, s'appuyer sur les travaux antérieurs, mais il faut avoir l'honnêteté, hein, de le dire et donc de faire les citations. Et ça, je crois que le professeur ou le directeur de la recherche doit le dire nécessairement à ses étudiants. Hein. Donc le contrôle, il passe, contrôle extérieur, il passe par la direction que l'on attend du professeur, et le professeur doit rappeler à ses étudiants qu'ils ne doivent pas s'approprier, encore une fois, l'œuvre d'autrui. C'est important. Alors c'est vrai
pour les recherches universitaires. Bon, c'est vrai également pour les recherches qui donneront lieu à des publications dans des revues juridiques. Il y a un comité éditorial. Hein. Je sais qu'à Béjaïa, vous avez une belle revue juridique. Hein. Il y a un comité, et j'ai eu l'honneur d'être appelé dans ce comité. Je remercie encore une fois M. Berry pour cette invitation. Hein. Alors, le comité éditorial, précisément, est un organe qui est extérieur à l'auteur lui-même, et le comité éditorial peut faire telle ou telle remarque. Alors, parfois difficile, effectivement, pour le comité éditorial de faire toutes les vérifications. Il peut y avoir des plagiats qui sont qui ne le sont pas repérés. Hein. Et je crois qu'en tout cas, le comité éditorial a cette mission de contrôler dans la mesure du possible. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, le comité éditorial doit exercer un contrôle non pas sur les opinions. Encore une fois, les opinions sont libres, et ça, il faut bien entendu respecter totalement la liberté d'expression. Hein. Mais la liberté d'expression ne permet pas de s'approprier, encore une fois, l'œuvre d'autrui. Hein. Donc le comité éditorial, s'il s'en rend compte, doit tirer la sonnette d'alarme et doit, si on constate une appropriation de l'œuvre d'autrui, le comité éditorial doit le signaler à l'auteur pour que l'auteur fasse une citation ou reprenne son texte. Alors, je reviens un instant sur le contrôle à l'université, le contrôle par les professeurs. Il est vrai que nous avons été, n'est pas un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur, mais le problème s'est posé, et spécialement à l'université de Paris 1. Récemment, il y a eu 2 ou 3 difficultés à propos de certains étudiants, hein, Paris 1, même aussi à Paris 2, je le sais, certains étudiants qui étaient un peu limites, si j'ose dire, et n'avaient pas fait toutes les citations qui pouvaient s'imposer, hein, et si bien que l'on pouvait reprocher à des appropriations, des plagiats à certains étudiants. Donc, le phénomène, bon, il existe malheureusement, pas généralisé, hein, heureusement, hein, mais nous avons été récemment sensibilisés à cette question. Alors, pour ce qui est de l'université, pour le contrôle donc qui est fait à l'université sur les mémoires et sur les thèses, l'école doctorale, précisément, l'école doctorale a pour mission aujourd'hui, bon, d'abord de rappeler aux auteurs de thèses qu'ils doivent rester totalement objectifs et rester totalement honnêtes, et l'école doctorale essaie de mettre en œuvre certains moyens de prévention pour éviter justement, pour détecter plus exactement les plagiats. Alors, je sais que un logiciel aujourd'hui est mis au point, donc on demande aux auteurs, aux doctorants de produire leur texte sur une version numérique, et la version numérique, elle peut être contrôlée par un logiciel qui contrôle, hein, si il peut y avoir un plagiat et si l'œuvre est totalement objective ou pas. Alors, le logiciel, aujourd'hui, il commence précisément à être mis systématiquement en œuvre chaque fois que le doctorant est en mesure de proposer un texte. Donc, ce n'est peut-être pas son texte définitif, mais lorsque le texte est déjà avancé, hein, l'école doctorale peut intervenir à la demande du professeur ou sans initiatives du professeur pour contrôler le texte du doctorant et vérifier à travers ce logiciel s'il y a du plagiat ou pas. Alors, si l'on détecte
des reproductions d'œuvres d'autrui qui sont supérieures à 25%, hein, là, donc la sonnette d'alarme est tirée et on invite le doctorant à reprendre son texte, à modifier son texte, et il ne sera pas autorisé à aller plus loin. Donc, je crois que la jauge aujourd'hui qui est prévue dans le logiciel est une jauge de 25%. Il est bien évident que dans les recherches juridiques, comme je le disais tout à l'heure, on s'appuie sur tout un appareil scientifique, on s'appuie sur des textes, on s'appuie sur des manuels, on s'appuie sur des traités. Donc il y a forcément une certaine reproduction des œuvres d'autrui. Mais cette reproduction, elle est limitée. Il faut que l'œuvre reste personnelle à hauteur de 75%. Donc s'il y a plus de 25% de plagiat, hein, eh bien le doctorant est invité, encore une fois, à reprendre son texte. Alors, je ne suis pas spécialiste, loin de là, d'informatique, mais je crois savoir que ce logiciel qui est aujourd'hui mis au point est un logiciel assez performant. Je suis incapable de vous dire si ce logiciel est lui-même parfaitement au point. Ça, il faudrait interroger un professionnel, un spécialiste d'informatique pour savoir quelles sont les performances de ce logiciel qui est mis au point aujourd'hui dans les universités. Mais en tout cas, il existe et aujourd'hui on recourt assez systématiquement à ce logiciel avant toute soutenance de thèse ou même avant que le texte définitif ne soit présenté. Donc, il est bien évident que ce contrôle préventif, il doit être fait le plus en amont possible. Il faut peut-être pas le faire au dernier moment, au moment où la soutenance est organisée. Là, c'est un peu trop tard. Donc, l'école doctorale aujourd'hui nous demande de faire ce contrôle au moment où le texte principal du texte du doctorant est au point. Et encore une fois, alors des contrôles sont faits. Bon, la plupart du temps, bon, le contrôle est négatif. Hein, mais je dois vous dire, pour être parfaitement honnête, je dois vous dire que, pas pour ce qui concerne mes propres étudiants, mais je crois savoir, hein, et je peux vous dire que l'école doctorale à Paris 1 a déjà pu identifier parmi peut-être une cinquantaine de thèses ou peut-être une centaine de thèses, 2 ou 3 cas qui faisaient problème. Et donc l'école doctorale a invité l'étudiant ou des étudiants à reprendre leur texte. Alors, voilà ce qui est mis en œuvre. Alors, pour l'instant, ce contrôle par le logiciel est un contrôle qui concerne les thèses. Est-ce qu'il faudra aller plus loin, mettre au point ce contrôle également pour les simples mémoires? Théoriquement, oui, mais vous imaginez les problèmes pratiques que cela peut poser. Hein. Donc les mémoires, ils sont souvent très nombreux, très développés. C'est pas certain que là, en tout cas en l'état de la technique, hein, c'est pas certain que l'on puisse passer au contrôle tous les mémoires des étudiants. Pour les thèses, sans doute. Hein. Quand même pas des thèses qui sont soutenues tous les jours. Donc voilà le contrôle qui est fait en amont, hein, la prévention du plagiat. Alors malheureusement, il se peut que malgré ce contrôle, il y a des reproductions d'œuvres d'autrui soient faites. Donc il se peut qu'il y ait des plagiats et bon, il y a eu des plagiats par le passé, avant que le contrôle préventif ne soit mieux organisé. Hein. Et lorsque le plagiat est dûment constaté, hein, bon, il est bien évident qu'il faut mettre en œuvre des sanctions. Hein. Alors, je dirais aussi, et vous savez parfaitement que la sanction a aussi une valeur prophylactique. C'est-à-dire que si on sait que l'on risque telle ou telle sanction, eh bien,
on sera d'autant plus objectif. Donc la sanction, elle n'est pas toujours mise en œuvre, hein, mais la sanction, elle a une valeur aussi préventive, bien sûr, prophylactique. Alors, en tout cas, si le plagiat est dûment constaté, il faudra mettre en œuvre des sanctions. Hein. Alors, des sanctions qui sont d'abord de caractère disciplinaire, et puis ensuite des sanctions qui peuvent être, je dirais, de caractère étatique. Hein. Donc des sanctions professionnelles, disciplinaires, et ensuite des sanctions étatiques. Alors pour ce qui est des sanctions disciplinaires, ben là, je crois que il y a forcément une discipline dans tous les corps professionnels. Il y a une discipline chez les avocats, il y a une discipline chez les magistrats, il y a une discipline également à l'université. Hein. À l'université, le plagiat est considéré comme une faute professionnelle. Si le plagiat est dûment constaté, hein, eh bien le conseil de discipline, il peut intervenir pour vérifier la réalité du plagiat, et le conseil de discipline, il pourra prononcer des sanctions, hein, des blâmes, des interdictions de soutenir, des interdictions d'inscription contre les étudiants. Alors, heureusement, le conseil de discipline est rarement saisi, mais il peut être saisi, et je sais que, dans les universités françaises, il a été quelquefois saisi, hein, et le conseil de discipline de l'université en question, où le plagiat avait été constaté, a pu prononcer des sanctions, alors des sanctions plus ou moins importantes. Hein. Il peut s'agir d'un simple blâme, mais il peut s'agir aussi d'une interdiction prononcée, hein, contre un étudiant qui est l'auteur d'un plagiat important et qui n'a pas voulu respecter telle ou telle prescription. Hein. Donc les sanctions, elles peuvent être d'abord de caractère disciplinaire. Et ensuite, les sanctions, elles peuvent être de caractère étatique. Le plagiat, comme je l'ai dit en commençant, le plagiat, c'est une faute civile, c'est également une faute pénale. Alors, en tant que faute civile, l'auteur du plagiat, il engage sa responsabilité. Hein. Alors, il peut engager sa responsabilité, je ne sais pas, supposer l'auteur d'un article qui a été publié par une revue juridique, et si le comité de cette revue s'aperçoit qu'il y a un plagiat, hein, bien on pourra parfaitement engager une action en responsabilité contractuelle contre l'auteur de l'article qui a fait l'objet d'une publication dans une revue, hein, parce que si l'auteur communique un article qui comporte de nombreuses reproductions d'œuvres d'autrui, bah, il manque à la relation contractuelle de bonne foi qu'il doit entretenir avec la revue juridique. Il y a un contrat qui est conclu entre l'auteur et la revue. Il est bien évident que l'auteur doit remettre à la revue un article qui est objectif, un article qui ne comporte aucune appropriation de l'œuvre d'esprit. Alors par ailleurs, également sur le plan civil, l'auteur du plagiat, il peut engager sa responsabilité à l'égard de la victime du plagiat. La relation est une relation extra-contractuelle, donc c'est la responsabilité extra-contractuelle qui peut être mise en œuvre. Il y a une faute, il y a un préjudice, la victime du plagiat subit un préjudice, il y a un lien de causalité entre la faute et le préjudice, et dans ces conditions, les trois conditions de la responsabilité civile que vous connaissez sont réunies, et on pourra parfaitement engager la victime du plagiat pourra engager une action en responsabilité contre l'auteur du plagiat pour obtenir la réparation de son préjudice. Alors, le préjudice, le montant du préjudice étant apprécié naturellement par les juges s'il y a un contentieux qui est engagé. Et enfin, dernière sanction étatique, l'auteur du plagiat commet une faute pénale, le plagiat est une infraction pénale, et par conséquent, l'auteur du plagiat, il peut encourir
des sanctions, des peines d'amende et peut-être davantage, hein, si le plagiat est dûment caractérisé et si le plagiat présente un caractère de gravité suffisant. Donc vous voyez que le droit propose donc toute une série de mesures pour lutter contre les plagiats. Alors, encore une fois, il est bien évident qu'il faut essayer de valoriser dans la mesure du possible les mesures préventives. Moi, je crois beaucoup à la prévention, je crois beaucoup à la formation. Donc il faut être conscient que ce phénomène du plagiat est un phénomène qui existe, il n'est pas généralisé, mais il existe, et que les techniques modernes, les techniques informatiques permettent sans doute de multiplier les plagiats. Donc il faut être très vigilant sur cette question. Alors, je crois beaucoup à l'autodiscipline, bien entendu, et je crois aussi aux valeurs universitaires, et je suis persuadé que tous les étudiants qui nous suivent, tous les étudiants qui nous entendent, sont convaincus qu'il faut rester objectif, et que c'est justement en étant objectif, tout en respectant naturellement la liberté d'expression, c'est en étant objectif que l'on peut avancer et que l'on peut rester, que l'on peut être toujours pertinent et faire progresser les recherches juridiques et la science juridique. Je vous remercie de votre attention. Et je ne sais pas s'il y a des questions, des observations. Encore une fois, j'étais très heureux d'intervenir un peu rapidement, et malheureusement à travers un simple écran, mais je voudrais vous redire encore une fois tous mes remerciements. Merci à vous, professeur. Merci pour cette riche communication. Merci pour votre disponibilité. Sûrement, nous allons profiter de votre expérience. Donc, nous allons juste ouvrir un petit débat pour quelques questions pour l'assistance. Allez-y.